Justine ou les malheurs de la vertu, du Marquis de Sade, première partie. Le chef-d'œuvre de la philosophie serait de développer les moyens dont la Providence se sert pour parvenir aux fins qu'elle se propose sur l'homme, et de tracer, d'après cela, quelques plans de conduite qui puissent faire connaître à ce malheureux individu bipède la manière dont il faut qu'il marche dans la carrière épineuse de la vie, afin de prévenir les caprices bizarres de cette fatalité à laquelle on donne 20 noms différents, sans être encore parvenu ni à la connaître ni à la définir. Si, plein de respect pour nos conventions sociales, et ne s'écartant jamais des dits qu'elles nous imposent, il arrive, malgré cela, que nous n'ayons rencontré que des ronces, quand les méchants ne cueillaient que des roses, des gens privés d'un fond de vertu assez constaté pour se mettre au-dessus de ces remarques, ne calculeront-ils pas alors qu'il vaut mieux s'abandonner au torrent que d'y résister? Ne diront-ils pas que la vertu, quelque belle qu'elle soit, devient pourtant le plus mauvais parti qu'on puisse prendre quand elle se trouve trop faible pour lutter contre le vice, et que dans un siècle entièrement corrompu, le plus sûr est de faire comme les autres? Un peu plus instruits, si l'on veut, et abusant des lumières qu'ils ont acquises, ne diront-ils pas avec l'ange de Gérard de Zadig qu'il n'y a aucun mal dont ils naissent un bien, et qu'ils peuvent, d'après cela, se livrer au mal, puisqu'il n'est pas dans le fait qu'une des façons de produire le bien? N'ajouteront-ils pas qu'il est indifférent au plan général que tel ou tel soit bon ou méchant de préférence, que si le malheur persécute la vertu et que la prospérité accompagne le crime, les choses étant égales aux vues de la nature, il vaut infiniment mieux prendre parti parmi les méchants qui prospèrent que parmi les vertueux qui échouent. Il est donc important de prévenir ces sophismes dangereux d'une fausse philosophie, essentiel de faire voir que les exemples de vertus malheureuses, présentés à une âme corrompue, dans laquelle il reste pourtant quelques bons principes, peuvent ramener cette âme au bien tout aussi sûrement que si on lui eût montré, dans cette route de la vertu, les palmes les plus brillantes et les plus flatteuses récompenses. Il est cruel, sans doute, d'avoir à peindre une foule de malheurs accablant la femme douce et sensible qui respecte le mieux la vertu, et d'une autre part l'affluence des prospérités sur ceux qui écrasent ou mortifient cette même femme. Mais s'il naît cependant un bien du tableau de ces fatalités, aura-t-on des remords de les avoir offertes? Pourra-t-on être fâché d'avoir établi un fait, d'où il résultera pour le sage qui lit avec fruit la leçon si utile de la soumission aux ordres de la Providence, et l'avertissement fatal que c'est souvent pour nous ramener à nos devoirs que le ciel frappe à côté de nous l'être qui nous paraît le mieux avoir rempli les siens? Tels sont les sentiments qui vont diriger nos travaux, et c'est en considération de ces motifs que nous demandons au lecteur de l'indulgence pour les systèmes erronés qui sont placés dans la bouche de plusieurs de nos personnages, et pour les situations quelquefois un peu fortes que par amour pour la vérité nous avons dû mettre sous ses yeux. Madame la comtesse de Lorzange était une de ces prêtresses de Vénus, dont la fortune est l'ouvrage d'une jolie figure et de beaucoup d'inconduite, et dont les titres, quelque pompeux qu'ils soient, ne se trouvent que dans les archives de Cythère, forgées par l'impertinence qui les prend et soutenues par la sotte crédulité qui les donne. Brune, une belle taille, des yeux d'une singulière expression. Cette incrédulité de mode qui, prêtant un sel de plus aux passions, fait rechercher avec plus de soin les femmes en qui on la soupçonne. Un peu méchante, aucun principe, ne croyant de mal à rien, et cependant pas assez de dépravation dans le cœur pour en avoir éteint la sensibilité, orgueilleuse, libertine, telle était madame de Lorzange. Cette femme avait reçu néanmoins la meilleure éducation. Fille d'un très gros banquier de Paris, elle avait été élevée avec une sœur nommée Justine, plus jeune qu'elle de 3 ans, dans une des plus célèbres abbayes de cette capitale, où jusqu'à l'âge de 12 et de 15 ans, aucun conseil, aucun maître, aucun livre, aucun talent n'avait été refusé ni à l'une ni à l'autre de ses 2 sœurs.
À cette époque fatale pour la vertu des deux jeunes filles, tout leur manqua dans un seul jour. Sample complete. Ready to continue?